Bonjour, dans ce chapitre 3, énergie mécanique, on va voir comment définir l'énergie d'un système, comment la quantifier et comment regarder son évolution dans le temps. On verra également ce qui se passe lorsqu'on a un système qui évolue sans contrainte, d'un point de vue énergétique, et lorsqu'il y a des contraintes, quelles sont les conséquences sur l'énergie. Donc on verra les différents types d'évolution. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre les définitions énergétiques, on va définir d'abord deux grandes catégories de forces. La première, c'est ce qu'on appelle les forces conservatives. Voyons ensemble la définition. C'est très simple, une force est dite conservative si son travail ne dépend pas du chemin suivi. Donc concrètement, ça donne quoi? Souvenez-vous, on a vu dans le chapitre précédent la chute d'un corps, ou en tout cas le mouvement d'un corps qui était soumis à une force, en l'occurrence son poids ici, par exemple, et on avait établi ensemble l'expression du travail de cette force. On avait vu que le travail du poids était égal à mg za moins zb. Autrement dit, ça veut dire que le travail de la force ne dépend pas du chemin dans la mesure où, concrètement, il va dépendre de la masse, donc un invariant en fait, si on considère que la masse n'évolue pas pendant le déplacement, l'intensité de pesanteur, qu'on va considérer constante aussi sur le déplacement, la position d'initiale et la position finale. Donc on voit que concrètement, les deux seules variables qu'il y a, elles sont là. C'est la position de départ et la position d'arrivée. Donc le chemin, que l'on prenne le chemin bleu ou le chemin vert ici, pour aller du point A au point B, eh bien l'expression du travail sera la même. Donc le poids est dit conservatif. C'est une force conservative. Voyons maintenant ensemble la notion d'énergie potentielle de pesanteur. Alors déjà, comme son nom l'indique, vous pouvez écrire qu'elle dépend de l'attraction terrestre. Elle est due à l'attraction terrestre. Notez également qu'elle est quantifiable uniquement lorsqu'il y a changement d'altitude. Si l'altitude est constante, inutile de quantifier une énergie potentielle de pesanteur. On verra pourquoi dans un instant. Elle est qualifiée de potentielle parce que tout simplement, si je prends le cas du parachutiste, tant qu'il est dans son avion, l'avion lorsqu'il est monté en altitude pour effectuer le saut, eh bien en fait il a accumulé de l'énergie potentielle. Et tant que le mec ne saute pas de l'avion, eh bien cette énergie elle reste potentielle, elle est potentiellement libérable, et elle est donc libérée uniquement lorsqu'il saute. Et elle va être ensuite transformée en autre chose, on verra après. Pour la calculer, c'est simple, on la note EPP, énergie potentielle de pesanteur. Elle est égale à la masse du système fois l'intensité de pesanteur, qu'on considérait à chaque fois fixe dans un endroit donné, multipliée par l'altitude de notre système. Donc l'altitude, pour la définir, je vais avoir besoin de définir une origine, ce qu'on appellera après l'origine des énergies potentielles. Donc là, admettons, je la définis de cette manière, je fais des axes ici, j'ai mis mon origine ici, et bien tout simplement, je vais lire l'altitude au niveau du centre de gravité de mon système. Et ça sera le z qu'il y aura dans la formule. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que s'il n'y avait pas de changement d'altitude, ça ne servait à rien, parce que je peux très bien dire, ben, mon origine, elle est au niveau de mon système initialement. S'il ne change pas d'altitude, ben, l'altitude est toujours nulle. Mathématiquement, si z égale 0, ben, EPP sera toujours égal à 0. Voilà. Au niveau des unités, l'énergie potentielle est toujours en joules, comme toutes les énergies. La masse en kilos, l'intensité de pesanteur en mètres seconde moins 2, vous commencez à connaître, et l'altitude, bien sûr, en mètres. Vous voyez ici qu'on reste dans le système international. Voyons maintenant la variation de cette énergie potentielle. On garde la même situation, un mec qui saute de l'avion à un temps t égale 0, et il atterrit au sol sans avoir ouvert son parachute, ou il a eu un problème, admettons, à un instant t, et donc une altitude nulle. Ce qui m'intéresse, c'est la variation d'énergie potentielle, mon delta EPP. Donc souvenez-vous, un delta en physique, c'est toujours final moins initial. J'ai donc besoin d'un point initial que j'appelle A, un point final que j'appelle B, et mon delta est tout simplement égal à EPPB moins EPPA, final moins initial. Je rappelle l'expression de EPP, et donc j'ai plus qu'à remplacer. Delta EPP, c'est mgzb moins mgza. Je factorise par mg et j'obtiens mgzb moins za. Souvenez-vous, tout à l'heure, quand on a défini le travail, on a trouvé que le travail du poids était égal à mgza moins zb, chose qu'on avait démontré dans le chapitre précédent. Donc là, le lien entre les deux est évident. On voit que delta EPP est égal à moins le travail du poids. Donc ça, retenez-le, ça peut vraiment vous dépanner dans les exercices. Le deuxième type de force que l'on va voir, vous l'aurez compris, il s'agit des forces non conservatives. Par opposition à tout à l'heure, c'est bien sûr une force dont le travail va dépendre directement du chemin suivi. Voilà un exemple ici. Donc j'ai une force, un point A et un point B. Je veux aller du point A au point B. Donc j'ai deux chemins possibles, chemin 1 ou chemin 2. Et à chaque fois, on voit qu'il y a une force qui s'oppose au déplacement.
Quoi qu'il en soit, le travail de cette force, que ce soit pour le trajet 1 ou pour le trajet 2, ce sont des grandeurs différentes. Donc le travail va dépendre directement du trajet. Ces forces, on les rencontre par exemple lorsqu'on court dans l'eau. Donc là, j'ai découvert un sport qui s'appelle l'aquajogging. Les mecs qui courent dans l'eau et les frottements de l'eau en fait sur les membres augmentent l'action sur les muscles. On peut se servir aussi de ces fameux frottements pour se propulser dans l'eau, encore une fois en nageant, ou pour s'orienter lorsqu'on est en chute libre avec un wingsuit, là par exemple pour cette image. Quoi qu'il en soit, il s'agit bien de forces de frottement. On avait déjà vu dans le chapitre précédent comment quantifier le travail de ces forces. Donc c'est F fois AB fois cos 180. Je ne vais pas refaire la démonstration. Quoi qu'il en soit, on arrivait à conclure que le travail de la force de frottement était égal à moins F fois AB. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est important ici, c'est que lorsque je quantifie mon travail, donc on voit que c'est la force de frottement fois le déplacement AB. Si je prends le chemin 2, j'aurai beaucoup plus de trajet que juste le trajet AB. Vous voyez bien que la distance ici parcourue est beaucoup plus importante. Je peux décomposer en une infinité de points ici et quantifier à chaque fois le travail le long de cette trajectoire. Donc plus le temps de contact en fait entre le fluide responsable du frottement et mon déplacement et mon corps va être important, va être long, et plus le travail de cette force sera important. En fait, il faut bien noter ça, c'est que les forces de contact sont des forces non conservatives. Tout ce qui va vous gêner dans votre trajectoire, c'est non conservatif. Donc je reviens sur les frottements de l'eau ou les frottements de l'air, en tout cas tout ce qui est fluide et qui va s'opposer au déplacement d'un système dans le milieu. Toutes ces grandeurs étant définies, on va pouvoir parler d'énergie mécanique. Voyons sa définition. Elle est relativement simple, puisqu'il suffit de faire la somme des énergies cinétiques et potentielles de pesanteur. Toujours exprimées en joules, par contre, les énergies. Alors, est-ce que cette énergie mécanique est toujours la même lors d'un mouvement de système? Eh bien, ça dépend. Voyons déjà la conservation de cette énergie mécanique. Si je considère un système en chute libre, je vais vous montrer une petite animation dans un instant, je vais imaginer que cette bille donc, est soumise uniquement à son poids, je vais la laisser tomber, et on va voir l'évolution des énergies grâce au logiciel. Quoi qu'il en soit, avant de faire ce genre d'étude, on définit toujours le système, donc ici c'est la bille. Ensuite, le référentiel, donc ici ça sera un référentiel terrestre supposé galiléen, le mouvement est de courte durée. Et on se met, je le dis, dans une chute libre, dans le cas d'une chute libre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Le système, il n'est soumis que à son poids. Okay, notez bien ça. Allez, résumons tout ça. On avait un système ici qui était soumis que à son poids, qui est une force conservative, je vous le rappelle. Eh bien, on a vu que lorsque c'était le cas, il y avait conservation de l'énergie mécanique et qu'il y avait transfert parfait entre l'énergie cinétique et potentielle. Donc graphiquement, voilà ce qu'on aurait pu obtenir avec un relevé avec des capteurs, donc, ou une caméra, bon, on verra en TP. Donc ici, en orange, mon énergie mécanique qui est constante, l'énergie potentielle qui diminue parce que la bille est en train de tomber, donc Z diminue, et l'énergie cinétique qui augmente puisque la vitesse augmente au cours de la chute. Si j'avais considéré un pendule, donc avec les oscillations d'un pendule, peut-être c'est ce qu'on va faire en TP, je sais pas, et bien voilà ce qu'on aurait obtenu graphiquement. Donc on a une conservation de l'énergie mécanique en bleu. Si je considère que ici c'est ma position initiale, j'ai donc une énergie potentielle maximale, donc ça sera la courbe verte, et la courbe orange, donc la vitesse. Si maintenant j'ai pas que le poids comme force qui va agir sur mon système, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, s'il y a une force de contact lors du déplacement du système, on va avoir une non-conservation de l'énergie mécanique, tout simplement. Donc concrètement, je garde le pendule, ça va bien. Donc tout simplement, voilà l'évolution de l'énergie. On a une énergie mécanique qui va diminuer de manière exponentielle, comme ça. Et donc l'énergie potentielle et cinétique qui diminue à chaque oscillation, tout simplement parce que le vent, les forces de frottement, le vent, l'atmosphère, va freiner en fait notre système pendant son déplacement. L'intérêt, en fait, c'est que je vais pouvoir quantifier mathématiquement la variation d'énergie mécanique. Alors, graphiquement, en fait, la variation d'énergie mécanique, elle est ici. Là, j'ai mon delta EM. Et bien, ce delta EM là, je vais pouvoir le calculer assez facilement, puisqu'en fait, ça va être la somme des travaux de toutes les forces non conservatives qui vont agir sur mon système pendant son déplacement. Donc ça, c'est génial, parce que si graphiquement, par exemple, j'avais un axe gradué ici, je pourrais quantifier ma variation d'énergie mécanique,
Du coup, forcément, ben, j'aurais quantifié le travail de ma force de frottement, par exemple, et je pourrais du coup évaluer ma force de frottement, pourquoi pas. Ça peut être un exemple d'exercice. Alors, donc on résume tout ça. Si on vous demande s'il y a variation d'énergie mécanique, la première question à se poser, c'est est-ce qu'il y a des forces non conservatives? S'il n'y en a pas, eh ben, ça veut dire que l'énergie mécanique est constante et que donc la variation d'énergie mécanique est nulle. S'il y a des forces de frottement, par contre, je vais devoir quantifier cette variation avec le travail des forces non conservatives. Et bien sûr, les delta EM sera négatif puisqu'il y aura déperdition d'énergie sous forme de chaleur. Et voilà, c'est déjà la fin du chapitre. On se revoit bientôt. D'ici là, gardez la pêche.